Alors on va voir un petit peu comment fonctionne le moteur du jeu en prenant pour exemple une tactique assez répandue et puis en partant de là, euh, décryptant, on va essayer de décrypter le pourquoi du positionnement des joueurs, enfin comment ça marche, et ainsi que des mouvements. Donc, on va prendre le 4-3-3 de base, qui est je dirais la première tactique efficace qui est apparue après la refonte du système de positionnement, où on a vu apparaître des bandes qui sont venues là pour un petit peu endiguer le phénomène des tactiques dites surréalistes ou farfelues. Donc en tout cas amener un certain nombre de contraintes, à savoir l'équilibre gauche-droite. Et pourquoi elle est efficace cette tactique? Parce qu'elle est basée exactement sur sur le même principe que des tactiques qui pouvaient exister avant, qui étaient déséquilibrées et qui tiraient profit des failles et des carences du moteur de jeu, qui n'ont absolument pas changé, puisque le moteur est identique à ce qu'il était 4 ans en arrière. Donc alors cette tactique marche, cette tactique est efficace parce qu'elle est basée sur la passe courte et à ras de terre. En faisant des passes courtes et à ras de terre sur des foot, en vrai aussi d'une certaine manière, on minimise les chances de perdre le ballon. En fait, on maximise ses chances de réussir une passe. Et donc, on va avoir un schéma de jeu qui va se reproduire tout le long du match, à savoir que le numéro 4 ou le numéro 5 vont se passer la balle, ou passer au 6 qui va passer au 77 ici, au 8, au 10, et enfin au buteur qui n'aura plus qu'à tirer. Alors, l'importance des attributs des joueurs est quand même primordiale, puisque ces attributs influent directement sur le comportement de ces derniers. À savoir que un joueur dont on aura développé des attributs de dribble va dribbler, il va lui prendre l'envie de dribbler plus que de passer, même si il a un partenaire à côté à qui il serait logique de passer le ballon. Donc attention, quand on veut jouer avec ce type de tactique, qui est encore une fois la manière de jouer la plus sensée par rapport au moteur du jeu, en tout cas si on veut avoir une petite chance de maximiser ses chances de gagner, c'est de jouer des passes et donc d'éviter de dribbler, parce qu'on perd beaucoup plus le ballon en dribblant. En tout cas, le pourcentage de réussite de dribble est souvent très faible, en tout cas par rapport au pourcentage de réussite d'une passe courte. Donc pour faire avancer la balle plus rapidement, il faut la passer rapidement. Donc on va avoir... alors je vais expliquer un peu le positionnement d'abord ici. Pourquoi on retrouve quasi systématiquement dans toutes les tactiques des défenseurs placés devant le but comme ceci? Tout simplement parce que, alors, avec un 2 qui aura des mouvements latéraux nuls, qui sera vraiment, c'est un plot, c'est un piquet, et un 3, ça c'est très important, qui va avoir un mouvement latéral vers la zone vide. Donc là il est à droite, donc il va avoir un mouvement latéral vers la gauche. Tout simplement pour être sûr qu'en cas de situation de tir de l'attaquant adverse, dans cette zone-là, sur ces cases-là, sur une de ces 3 cases-là, c'est le cas de se baisser s'il attaquait dans l'autre sens, on est toujours 2 joueurs sur lui. 2 joueurs sur lui, on est un petit peu donc avec ce système de probabilité comme dans le jeu risque, où si on attaque avec 2 dés contre 1 dé, on a plus de chances de réussir son coup. Voilà. Donc c'est exactement le même principe de probabilité. Donc typiquement, avec ces 2 défenseurs placés comme ceci et avec ces mouvements-là, alors je reviendrai sur les mouvements défensifs, enfin, les mouvements de retrait, les mouvements de recul et les mouvements dits offensifs un petit peu plus tard. Là je vais terminer l'explication au niveau du schéma défensif. Donc ici on a une défense qui est très imperméable quand on a en face un buteur qui serait placé devant le but. Ça ne veut pas dire qu'il ne marquera jamais, mais en tout cas, il aura une probabilité de réussite au tir inférieure à 50%. Voilà.
Alors ces deux défenseurs-là, eux, leur rôle, c'est d'aller évidemment couper les ailiers. Donc ils ont des mouvements latéraux qui vont leur permettre d'aller chercher les ailiers au maximum et donc de récupérer le ballon et d'empêcher une passe. Alors c'est du pain béni, cette défense, quand on a un adversaire qui joue avec un seul attaquant en pointe, qui fait bouger son attaquant, et des latéraux qui ont des consignes de dribble. Donc là, je vais en venir au mouvement offensif. Les mouvements offensifs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas d'indiquer au joueur qu'il doit bouger sans la balle, c'est bien de lui indiquer que quand il a la balle, il avance ou pas avec. S'il a un cran vers le haut, admettons que je passe à mon 6 la consigne d'avancer d'un cran, ça veut dire quand tu as le ballon, tu avances d'un cran et tu dribbles. En fait, tu dribbles avec le ballon. C'est-à-dire que si tu as un joueur en face de toi, tu vas chercher à le dribbler. Donc il y a, je dirais, un pourcentage de 33% qui tente un dribble dans cette situation-là. Ça, on passe à 66% en statistique, en pourcentage, pardon, qu'il tente un dribble. Et ça veut dire non pas qu'il va se positionner, qu'il va participer à l'effort offensif, mais que quand il aura le ballon, il va tenter de remonter 3 cases, balle au pied. Donc ça veut dire que s'il a un adversaire en face de lui, il va chercher à dribbler. C'est extrêmement dangereux dans le cas de ce milieu défensif, puisqu'il a de fortes chances de se faire prendre la balle. À moins qu'on ait un milieu défensif avec 100 en dribble et des récupérateurs en face qui n'ont pas plus de 90 en récupération au sol. Voilà. Donc ici, rien. Ça vaut également pour tous les autres joueurs, ce principe de déplacement de case. Il faut savoir que le déplacement de case intervient dans la zone de jeu du joueur. Un milieu a une zone ici de 3 cases, peut avancer potentiellement quand il est en bas de 3 cases. S'il est ici, par exemple mon 8, si je lui indique d'avancer de 3 cases, ça ne sert pas à grand chose, dans la mesure où il est déjà au taquet, il est déjà au maximum de sa zone de jeu. Ça va, dans ce cas-là, tout au plus, lui indiquer qu'il va falloir dribbler et non pas passer. Ce qui ne m'intéresse absolument pas dans ce schéma de jeu. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de le voir, lui, ce 8, passer directement au 10 et ce même 10 passer directement au 9. Donc on est sur un schéma de jeu de passe. C'est ce qui fonctionne sur ce moteur et qui laisse pas beaucoup de chance aux tactiques basées sur le dribble, ou en tout cas qui va énormément pénaliser les gens qui n'auront pas bien compris l'impact de ces mouvements offensifs. Alors, d'une manière un petit peu différente, on est un peu sur le même principe de case, mais c'est pas tout à fait le même esprit. Un mouvement de 3 cases en arrière indique à un joueur qu'il se repositionne, qu'il se replace dans sa zone au maximum de 3 cases vers l'arrière. Donc le 8, si je lui dis toi tu recules de 3 cases, il va donc défendre jusqu'à 3 cases vers le bas, en arrière, dans sa zone de jeu. Alors, c'est un peu surprenant ici que, vous pouvez déjà vous poser la question, on peut se poser la question en tout cas légitimement, pourquoi j'indique à celui-ci et à celui-ci de reculer de 3 cases si ils sont respectivement simplement 2 cases en avant et lui il est au plus bas de sa zone. Savoir qu'il ne va pas reculer de 3 cases, il ne va jamais descendre ici, il serait plus dans sa zone de jeu, donc le fonctionnement, c'est pas celui-là, celui du moteur. Donc pourquoi je le fais? Parce qu'on a découvert avec d'autres managers, d'une manière un peu empirique, en testant beaucoup, que en faisant ça, on l'empêchait tout simplement de monter. Alors pourquoi on veut l'empêcher de monter? Tout simplement pour ne pas s'exposer aux contres ou pour ne pas prendre des ballons ou des contre-attaques dans son dos. Voilà. Donc ça vaut également pour les défenseurs. Les défenseurs ont des mouvements défensifs, ces deux-là, de 3 crans vers le bas, et ces deux-là également. Pour être bien sûr, alors il y en a qui disent que c'est un peu de la superstition, mais en tout cas d'une manière empirique, on a pu constater que ça marchait mieux. Ils avaient moins tendance à quitter leur poste. Parce qu'on ne veut pas qu'ils le quittent tout simplement, on veut qu'ils restent ici, dans cette zone-là, pour marquer et empêcher absolument les attaquants adverses de se créer des situations dangereuses, des situations de but. Voilà. Alors les mouvements latéraux, pourquoi moi je les mets partout à part sur le buteur, et donc j'ai expliqué pourquoi, pas sur les
les deux défenseurs. En fait, les deux défenseurs, je veux pas qu'ils bougent, c'est simple. Les autres, tout simplement parce que j'ai besoin qu'ils couvrent aussi. Hein. Le 8, j'ai besoin qu'il couvre toute son aile. Si je mets pas de mouvement, il va rester là. Voilà, il va rester là, sur sa case. Il va très peu bouger. Alors, il y a quand même dans Défi Foot une part d'aléatoire qui existe. Il va aller vers le ballon, quand même, il va essayer de le prendre, mais si on lui indique d'y aller, il va le faire systématiquement. Voilà, ce sera plus laissé au petit bonheur. Donc, ces joueurs-là, moi je leur dis, bougez. Bougez dans votre zone, bougez à gauche, bougez à droite dans votre zone, couvrez le maximum de terrain, tout ce que vous pouvez. Ils peuvent éventuellement dézoner, mais alors ça c'est beaucoup plus aléatoire. C'est si les autres joueurs sont pris sur leur côté ou sont carrément absents de leur zone, un joueur qui serait proche du ballon va peut-être dézoner. Ça fait partie de ce qui est aléatoire dans le jeu. Ou plus aléatoire dans l'intelligence artificielle du jeu. Voilà. Alors. Donc ça c'est un petit peu la base de fonctionnement du jeu, donc toujours privilégier la passe courte de préférence pour mettre en situation favorable son ou ses attaquants. Alors, contre cette tactique-là, enfin contre cette défense-là, il y a plusieurs manières de faire, en tout cas plusieurs manières de la contrer, au moins deux. La plus évidente, c'est de jouer avec un BC en retrait. Attention, je change les mouvements, hein, c'est plus la même position, donc le BC il est là, hein, sur cette ligne. Donc à ce moment-là, il va se retrouver ici en attaque, dans cette zone-là, et comme il ne sera pas sur la même case qu'un autre joueur, il va être en situation extrêmement favorable pour se procurer une occasion dangereuse, et donc marquer. Il va avoir typiquement, comme il n'aura pas personne sur lui, hein, physiquement, sur cette case-là, il va avoir plus de 50% de chances de marquer, et en général, il va marquer, s'il n'est pas trop mauvais. Voilà, je repasse ici. On a vu également donc une autre possibilité, et on voit ce type de tactique se répandre de plus en plus, à savoir qu'on va avoir deux joueurs, deux attaquants ici, qui seront positionnés sur un schéma comme celui-ci. Voilà. Pourquoi? Tout simplement pour avoir le maximum de chances de tirer à 2D, hein, contre 2D ici, hein, en probabilité. Donc avoir le maximum de chances d'avoir une occasion dangereuse, à savoir une occasion à plus de 50% de chances de marquer. Alors ce qui a un petit peu changé depuis quelques mois, c'est qu'aujourd'hui on peut marquer, on a une chance de marquer à 30%, à 20%, à 40%, ce qui était extrêmement rare auparavant. Donc aujourd'hui on a en théorie, c'est ce qu'on nous dit hein, en tout cas, et c'est vrai qu'on a pu le vérifier, on voit beaucoup plus de tirs passés à 30% ou 40% qu'avant. Ceci étant dit, ça reste 30%, c'est à 3 chances sur 10 de marquer, ce qui est moins bien que 7 ou 8. Voilà. Donc en faisant cela, on a plus de chances de marquer face à une défense qui aurait deux défenseurs collés ici. Alors comment on fait pour contrer une attaque comme ça? Tout simplement, on va casser le relais. Si ce joueur-là disparaît, enfin en tout cas si on le contre, le ballon n'arrive jamais à ces deux-là, jamais ou beaucoup moins. Donc comment on fait pour contrer ça? On place un cran au-dessus, voire deux crans au-dessus, donc ici, avec des mouvements toujours vers le bas, cette défense, afin d'annihiler totalement la probabilité pour ce numéro 10 là de réussir une passe vers ces deux buteurs. Alors après, il s'agit de trouver l'équilibre et surtout de savoir contre qui on joue. Je dirais que à NPA égale, on est sur des matchs très serrés où c'est un peu la loterie. Voilà, il y a à un moment donné 55% de chances que le ballon arrive, il arrive, et puis ensuite il y a 55% ou 60% de chances de marquer, ça marque ou ça marque pas, et on a des scores assez serrés. Ça, je parle évidemment de managers qui ont de bonnes équipes et intégré
ces paramètres de jeu. Dans le cas contraire, à savoir, on imagine, je vais prendre un exemple très simple, on imagine cette même tactique avec ici des mouvements comme ça, hein, c'est-à-dire latéraux, et ben, les deux défenseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sortir de leur zone et créer des espaces et des ouvertures pour un attaquant qui se retrouverait à un moment donné en situation de 1 contre 1 ou de seul face au gardien. À l'identique, s'il n'y a pas de mouvement, voilà, comme ceci, il y a cette zone-là, qui est une zone que l'attaquant adverse ou les attaquants adverses ne vont pas se priver d'utiliser, surtout s'ils ne sont pas mauvais. Et s'il y a un attaquant dans cette zone-là, alors que les deux ici sont immobiles, ben on va avoir des occasions à plus de 50%, 60, voire 70, et en général ça se termine au fond des filets. Donc c'est très important d'avoir ces mouvements-là, ici. Alors ensuite, on voit pas mal de variantes, hein. Il y en a qui ont essayé de contrer toutes les tactiques de différentes manières. On a vu des tactiques avec donc 3 défenseurs postés comme ceci, avec ici toujours un 3 qui va venir couvrir, un 5 qui peut être plus ou moins libre et bouger. Alors pardon, si je veux rester cohérent, je fais ça. Voilà, j'ai mon équilibre, puisque l'équilibre il a été décidé quand on a discuté. J'ai fait partie des managers qui ont en tout cas activement participé à la refonte du positionnement, parce que j'étais moi-même, on va dire, coupable de faire des tactiques qui tiraient énormément parti des failles du moteur. Donc j'ai, dans l'autre sens, essayé de participer à l'effort pour rendre le jeu un peu plus crédible. Donc voilà, on peut trouver des tactiques comme celle-ci, qui servent tout simplement à avoir le maximum de défenseurs dans cette zone-là pour que ces attaquants aient le moins de possibilités de marquer. Alors ce qui se passe ici, c'est que le relais passe courte est un petit peu brisé. On va toujours être sur passe courte vers les ailes, vers le centre, ça va être un petit peu plus long, et on peut s'exposer un peu plus. Là, on voit qu'il y a une distance un peu plus grande. Donc le défenseur va, on peut choisir de mettre mixte, mais mixte, quand on met mixte dans la construction du jeu et des passes, celui-ci peut faire aussi bien une passe là qu'une passe là. Bon, donc c'est un compromis, il y a un compromis à faire. Si on a des joueurs qui sont très très bons en contrôle et très très bons en passe, hein, donc pour les uns en passe et pour les autres très très bons en contrôle, donc à la réception du ballon, la stratégie mixte fonctionne le mieux. Mais dans l'absolu, quand on a de très bons joueurs et qu'on arrive et qu'on sait jouer en passe courte pour arriver à toucher ses avant-centres, on a de fortes chances de gagner. Voilà. Bon, voilà un petit peu pour les éclaircissements sur le fonctionnement du moteur et le pourquoi du positionnement des joueurs. Maintenant, je suis ouvert à toutes les questions et j'y répondrai avec plaisir.